Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire immobilier. Je suis donc Maxime Legrand, responsable de la relation avec nos partenaires CGP et courtiers. Je travaille également avec Xavier Royer et Romain Debecco, que vous connaissez sûrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Béatrice Gage, directrice de la recherche et de l'innovation chez Swiss Life Asset Manager, qui nous parlera donc de macroéconomie pendant 25 minutes, mais également de Louis-Renaud Margeran, notre product spécialiste, qui nous parlera, lui, en 15 minutes de l'actualité sur nos produits immobiliers, à savoir l'OPCI Swiss Life ESG Dina-Pierre, la SCPI ESG Pierre Capital et la SC ESG Tendance Pierre. Juste après chacune des interventions, nous aurons un peu de temps pour les questions, donc n'hésitez pas à en poser dans le chat en bas à droite. Je vais donc laisser maintenant la parole à Béatrice et je vous retrouve juste après. Béatrice, c'est à toi. Merci beaucoup, Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse d'être en votre compagnie. J'en profite pour remercier l'équipe que vient de citer Maxime et Louis Renaud pour la préparation de ce webinaire qui n'est pas que macroéconomie, qui est aussi immobilier pour ma partie. Le titre que nous avons choisi collectivement est finalement assez mesuré. On parle de ralentissement, hausse de l'inflation et des taux d'intérêt. Donc, quel impact pour l'immobilier ? La réalité, elle est plus brutale, comme on le voit sur le marché des valeurs mobilières, pardon, ou le marché du crédit, puisque depuis février dernier, des chocs se sont accumulés et ils se sont renforcés. On a eu un choc de taux, un choc géopolitique, un choc d'inflation, un choc d'énergie et un choc sur la croissance. Pour l'heure, l'immobilier a été relativement épargné, notamment l'immobilier porté par les véhicules non cotés et plus particulièrement les véhicules grand public en immobilier. Donc, on a mis un petit peu, on va rester sur cette toile de fond pour un petit peu expliquer comment va se dérouler la présentation et faire un peu de teasing entre finalement le va-et-vient macroéconomie immobilier que je vais essayer de faire. Donc, comme on le sait, l'immobilier n'est jamais décorrélé de l'économie réelle à moyen terme. Et même si l'immobilier peut slalomer en général entre les gouttes, quand les chocs sont de courte durée, il n'y a pas de problème. Mais quand les chocs sont plus violents et s'accompagnent de chocs structurels, l'immobilier n'est pas épargné. On n'en est pas encore là, mais c'est quand même la toile de fond. C'est la raison pour laquelle je dis le titre était un peu pudique, mesuré, et la réalité, elle est un peu différente. On va expliquer pourquoi, essentiellement parce qu'il y a quand même beaucoup de potentiels risques extrêmes. Donc, ma présentation est faite en deux parties. La première se concentre sur le changement de régime d'inflation et des taux, même si vous savez déjà tout. Mais pourquoi on a essayé de préparer quelques slides autour de l'inflation et des taux? Tout simplement pour poser les problématiques en termes de risque de crédit des locataires. Et cette première partie permet aussi de démontrer notre capacité d'analyse en amont. Donc, les anticipations de changement de régime en termes d'inflation et de taux d'intérêt sont clés pour optimiser les choix d'allocation sectorielle et bien entendu pérenniser la distribution attendue pour les épargnants. Dans une seconde partie, on va présenter, et on présente, vous allez retrouver le jeu de slide, de manière très simplifiée, l'arsenal théorique à la diversification de notre portefeuille. Je rappelle que la diversification est le meilleur moyen de maximiser la rentabilité ajustée du risque, notamment pour des produits destinés aux épargnants, pardon. Toutes les enquêtes des autorités, de l'autorité monétaire des marchés financiers le démontrent. Le profil de risque est très particulier et en général, les exercices quantitatifs qui se résument in fine en produits sont associés à cette diversification à la fois géographique et sectorielle. Alors, la construction des produits d'une manière générale, chez Slam, a eu pour vocation, et là en particulier, de faire des véhicules, de ce que moi j'appelle des véhicules tout en un, c'est-à-dire un véhicule qui propose de la diversification pour maximiser cette fameuse rentabilité ajustée du risque, en cas notamment de choc exogène,
comme ceux que nous connaissons actuellement et ce qu'on avait déjà connu par le passé en 2020, 2021 et 2022. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est véritablement la force de l'architecture des produits immobiliers que l'équipe Eslam donc propose aux épargnants. Alors, rapidement ici, l'objectif de cette première planche est de démontrer la succession de cycles à droite depuis l'après-pandémie sur fond de prix des commodities à gauche. Donc, pour l'immobilier, ça veut dire beaucoup de choses en fait. C'est la première fois qu'on voit des cycles très courts, 2020, 2021, 2022, où finalement chacun des cycles économiques, mais aussi immobiliers, donc en rouge, associés à un régime de croissance et d'inflation différents. Vous le voyez en termes d'inflation sur l'axe des abscisses et de croissance du PIB sur l'axe des ordonnées. L'idée, c'est bien entendu de dire qu'a priori, on va changer de régime d'inflation. On pense que l'inflation à moyen terme va être plus durable, d'abord avec la crise énergétique, mais aussi avec la nouvelle donne géopolitique, parce que cette nouvelle donne géopolitique, elle est synonyme de déglobalisation et que la déglobalisation va entraîner plus d'inflation, ne serait-ce que par le niveau des coûts salariaux pour la production de certains biens qui étaient auparavant importés. Donc, à court terme, la crise énergétique signifie aussi moins de croissance et plus d'inflation comme cadrage macroéconomique pour toutes les classes d'actifs, mais bien entendu aussi pour l'immobilier qui est indexé sur l'inflation, mais on va voir que la réalité est complexe. Donc voilà ce qu'on peut dire. On va peut-être passer à l'autre slide, voilà, pour faire dérouler. Je pense que tu peux passer. Voilà, pour un peu expliquer les différents scénarios et des analyses de sensibilité. Hein. On reste quand même sur un scénario où finalement on aurait une récession modérée, même si a priori on entre quand même dans des trimestres de stagflation, c'est-à-dire le fait que le niveau d'inflation va être supérieur au niveau de la croissance économique. C'est pas rien, c'est la raison pour laquelle les investisseurs, toutes classes d'actifs confondues, sont assez inquiets. Je rappelle que finalement, le scénario de stagflation qu'on va connaître, il est comparé à la période de stagflation observée en 1973 suite au choc pétrolier. Et parenthèse, la stagflation en France avait été très favorable à l'immobilier de bureau et aussi à l'immobilier résidentiel, mais j'y reviendrai notamment pour expliquer en quoi certains secteurs sont intéressants finalement à combiner dans une stratégie de portefeuille. Donc, on va passer à la slide suivante très rapidement, que je ne vais pas trop commenter, pour dire que tout simplement, Swiss Life, comme les organismes internationaux, a revu finalement ses prévisions de croissance à la baisse, avec un pic d'inflation pour 2022, ralentissement, mais une inflation qui resterait quand même soutenue en 2023, un différentiel d'inflation entre l'Allemagne et la France lié tout simplement à des différences structurelles, à la fois en termes de modèle économique, structurelles aussi en termes de dépendance au gaz, qui explique aussi que l'impact n'a pas été le même. Il n'y a pas eu de bouclier tarifaire en Allemagne comme il y en a eu en France, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il y a des différences de niveau d'inflation très importantes qui impliquent, j'allais dire, un choc important en termes de risque crédit pour les locataires, puisque finalement, quand il y a des coûts de production qui augmentent, quand il y a de l'inflation importée et qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire, les entreprises, les locataires perdent de la compétitivité. Donc, en Allemagne, elles ont perdu plus de compétitivité qu'en France. C'est plutôt bien pour la France comparativement aux locataires en Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, le gouvernement allemand est arrivé avec son budget de 200 milliards d'euros sur la table pour résorber, essayer de regagner de la compétitivité. Donc, toutes ces mesures macroéconomiques sont très importantes pour nous en immobilier parce que ce 200 milliards, là, ce package qui a été annoncé, peut paraître un peu loin finalement de notre quotidien, mais il n'est pas si loin que ça puisque il va permettre de restaurer une forme de compétitivité et ça veut dire aussi moins de risques crédit pour les locataires en Allemagne. Voilà. On pourra peut-être répondre à la session. Donc là, je pense que tu vas passer. C'est des PMI qui confirment notre scénario de ralentissement. Je pense que tu peux passer. Voilà, là, vous verrez, l'objectif, c'était de montrer que finalement, on fait souvent la comparaison entre l'inflation sous-jacente, corrigée de la volatilité des prix alimentaires et des prix de l'énergie à la fois aux États-Unis et en Europe.
On fait souvent ce différentiel et on essaie de savoir si l'inflation est endogène ou si l'inflation est exogène. L'inflation a été très vite considérée endogène aux États-Unis, elle a été exogène en zone euro jusqu'à récemment, elle est devenue endogène et c'est la raison pour laquelle, encore une fois en immobilier, il est très important de comprendre les moteurs de cette inflation, endogène versus exogène, pour anticiper correctement le resserrement monétaire qui va avoir lieu, à la fois aux États-Unis, à la fois en zone euro, et pour finalement comprendre comment va bouger le taux d'actualisation qui est très important pour les valorisations immobilières. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est un petit peu pour comprendre la philosophie. Bon, une slide pour expliquer que l'inflation a été exacerbée par la crise de l'énergie et que ça a eu une importance pour l'immobilier, bien entendu pour les taux d'intérêt, mais aussi avec le risque crédit dont j'ai rapidement parlé en introduction. On va passer, voilà, pour expliquer que, en fait, on a eu une forme d'initiatives nationales et européennes qui ont été mises en place, qu'on a appelé la solidarité énergétique, le bouclier tarifaire, les subventions directes aux entreprises de 2 à 6% du PIB selon les économies, taxation des surprofits des énergéticiens pour éviter une nouvelle perte de compétitivité, un assèchement de la demande domestique et un choc sur l'offre, notamment pour les entreprises à énergie intensive. On pense notamment au secteur de l'industrie manufacturière et donc au secteur de la logistique. Voilà, je ne vais pas y revenir. Il faut mettre en liaison cette slide avec ce que j'ai expliqué sur la perte de compétitivité. Ici, pour cette slide, pour montrer que la Banque centrale européenne doit naviguer entre Charybde et Scylla, c'est-à-dire qu'elle est tiraillée entre la lutte contre l'inflation et la stabilité de la zone euro. On a tous en tête l'épisode de la crise de la dette souveraine en 2012 et l'impact que ça a eu pour l'immobilier et notamment certains marchés périphériques ou satellites en immobilier en Espagne et en Italie. Donc, on n'a pas perdu de vue cela. Ce qu'on voit ici, c'est que les spreads de taux ont modérément augmenté. L'Italie est toujours pointée du doigt. Peut-être plus depuis les élections, mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que les marchés ont été très occupés par ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Et pourquoi je dis ça? Parce que les anticipations associées à une récession modérée, en tout cas en zone euro, éviteraient au marché immobilier de subir la sévère correction observée en 2009 dans le sillage de la crise financière. À cette époque, les taux de capitalisation avaient rapidement et vivement décompressé. Alors pourquoi j'ai fait un rapide parallèle avec le Royaume-Uni? Tout simplement pour dire qu'en zone euro, on observe beaucoup ce qui se passe au Royaume-Uni, les turbulences sur les marchés, la hausse des taux longs, et on a signalé au marché que nous, on a probablement un policy mix qui est adapté comparativement à ce qu'a fait le gouvernement au Royaume-Uni, le resserrement monétaire d'une part et une politique fiscale complètement orthogonale à ce resserrement monétaire, et ça a été sanctionné par les marchés. Donc, ça crée aussi des turbulences sur les marchés immobiliers. Il se trouve que la zone euro aujourd'hui est relativement crédible par rapport à l'arsenal qu'elle a mis en place, et c'est aussi une bonne nouvelle, encore une fois, pour éviter des turbulences en matière de taux pour l'immobilier. Donc, on va passer peut-être, voilà, sujet proprement dit, tu peux passer. Alors, sur le marché des Real Investment Trust, voilà, en Europe, oui, tu veux passer plus vite, c'est ça? Bon, alors on va passer puisque tu ne veux pas t'arrêter sur le marché des entreprises cotées. Sur les données de marché et notamment de l'immobilier direct, donc là, il y a un tableau. Il n'y a pas eu véritablement de transactions, mais les sentiments avec les taux ont remonté ou sont restés stables depuis le deuxième trimestre. Ce sont essentiellement les marchés de bureaux et celui de la logistique qui ont signalé ou qui signalent une remontée des taux de capitalisation. En moyenne, et selon la granularité des sous-segments de marché, on est à 25 points de base sur Paris, on est entre 50 et 100 points de base à Londres. L'Allemagne, qui se caractérise en général par plus d'inertie, a aussi enregistré une remontée de 25 points de base à 50 points de base selon certains sous-marchés depuis juin dernier. Donc, le marché allemand aurait probablement décalé plus tôt que certains sous-marchés parisiens. Donc, je dis aurait au conditionnel parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement eu masse de transactions. Il n'y en a pas eu quasiment, mais c'est un petit peu le sentiment des commercialisateurs qu'on a réintégré ici dans la présentation des taux de capitalisation. Alors, ce décalage de l'Allemagne avant la France, c'est du jamais vu.
mais c'est à mettre en perspective avec le choc de la crise énergétique et l'anticipation de ses effets sur le marché des bureaux. Voilà, donc ça c'est pour quelques remarques préliminaires. On entre à présent dans le vif du sujet à la fois de la diversification et du risque immobilier, toujours avec cette planche, sous forme synthétique de tableaux qui superposent donc le calcul des primes de risque par grands pays de la zone euro. Donc les 4 grandes géographies matérialisent les marchés immobiliers qui permettent une réelle diversification de portefeuille pour sécuriser les performances à long terme. Ces primes de risque des références sont celles dites du bureau prime, puisque celles associées aux autres secteurs varient de manière assez homothétique, ou dit autrement, le spread associé à chacun des secteurs est mesuré par rapport à la prime de risque des bureaux du pays où l'investissement est analysé. Donc, je prends la répartition donc, géographique pour 2 raisons. La première, comparer les primes de risque entre pays et signaler que pour une diversification géographique et sectorielle, bureau, logistique, commerce et hôtellerie, ces 4 marchés sont suffisamment liquides, profonds et aussi complémentaires. Et on va tout de suite rentrer maintenant dans l'explication des primes de risque. Non, tu restes encore. Si tu peux rester sur le… Voilà. La première ligne représente les taux d'emprunt d'État à 10 ans. La deuxième ligne, les taux de capitalisation pour les bureaux prime, qui sont le benchmark en immobilier commercial. Donc, la troisième ligne, la différence entre le taux sans risque et le taux de capitalisation. À la quatrième ligne, suivent les anticipations d'inflation à moyen terme, car le taux de capitalisation, c'est un taux réel auquel il faut ajouter l'inflation attendue. C'est la prime de risque ou de manière équivalente, le différentiel de taux sans risque et de l'inflation anticipée en 2023 à moyen terme par la Commission européenne. Donc, en octobre, cette prime de risque, finalement, elle oscille autour de sa moyenne de long terme, plutôt pour la France et l'Allemagne, et elle est en deçà pour l'Italie et l'Espagne. La dernière ligne du tableau, et ça c'est très important, montre la part de l'inflation dans la prime de risque, puisque le titre c'était « Inflation, quel impact sur l'immobilier ?» La part de l'inflation, elle est très élevée, 76% pour l'Allemagne, 92% pour la France, 90% pour l'Espagne. Cette part élevée signifie que la prime de risque en immobilier, prime bureau, s'est fragilisée au cours du temps. Elle est fragile car elle repose sur des anticipations d'inflation et il se pourrait que le mécanisme d'indexation ne puisse pas jouer totalement parce que par définition, ce sont des anticipations d'inflation. Et je vais m'en expliquer. Pourquoi le mécanisme ne jouerait pas? Soit parce que des locataires fragilisés auraient donné congé, c'est l'orage sur le graphique, soit parce que des locataires ne pourraient pas encaisser une indexation à hauteur de l'inflation, c'est le nuage, c'est ce qu'on voit dans certains pays. Quand il y a une inflation à 2 chiffres, ce n'est pas le cas en France. Il y a déjà une négociation pour quand on ne peut pas passer 12% d'inflation, on n'en passe que 6. Voilà, donc ça c'est le nuage. A contrario, l'indexation peut jouer pleinement si les locataires sont capables d'encaisser cette indexation. En général, ils en sont capables si les entreprises sont en situation de monopole en termes de prix ou alors si elles ne sont pas affectées par la récession en vertu d'une activité non entamée par le choc sur la croissance. On pourrait aussi avoir des entreprises résilientes en dépit d'une érosion de leur marge. Alors, on peut se demander comment savoir quel scénario pour les locataires. Ces 3 scénarios, finalement, ne sont pas le fait d'une marche aléatoire, si je peux me permettre. La probabilité que les locataires donnent congé dans un marché périphérique est plus élevée que la probabilité qu'ils donnent congé dans un marché de centre-ville, en tous les cas pour ce qui concerne le bureau. Pourquoi? Parce que les entreprises concentrées spatialement en centre-ville, donc de Paris à Munich, sont en général des entreprises de type growth, c'est-à-dire très portées par la croissance en vertu de leur activité, mais aussi de leur productivité. Et c'est la raison qui explique qu'elles sont prêtes à payer un loyer élevé en centre-ville. Donc la crise sanitaire a d'ailleurs renforcé la polarisation de la demande dans ces clusters, le centre-ville, où la productivité est élevée. D'une manière générale, tous les indices de productivité des centres-villes sont en moyenne de 20 à 50% supérieurs aux indices nationaux. Et c'est en vertu de telles recherches que le portefeuille ou le patrimoine des véhicules a été construit par les gérants, et cela, par le gérant, parce qu'on a quand même un gérant star, et cela pour sécuriser la partie des rendements locatifs. Donc, tout ceci pour illustrer le fait que derrière la notion de part d'inflation dans la prime de risque se concentre une stratégie de diversification en amont très sophistiquée pour sécuriser les loyers, les cash flows dans le portefeuille et la distribution in fine. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut dire en plus? Oui, peut-être que nous aurons le temps d'échanger dans la partie questions-réponses sur cette thématique, plus encore sur les différences sur les élasticités. Voilà, alors je vais passer maintenant peut-être, oui, sur l'objectif de cette planche qui permet de faire une analyse des signaux de marché sur une longue période et une analyse de corrélation entre le marché coté et le marché non coté. L'idée là est d'essayer de tirer un diagnostic sur l'amplitude de la décompression des taux au-delà de ce qu'on vient d'exposer, donc sous forme synthétique et statique. Cette première slide représente donc deux graphiques intéressants. À gauche, des taux de rendement implicites d'indices associés aux foncières côté européenne, ceux des foncières françaises, en particulier celles dotées d'un patrimoine bureau de type prime, comme ce que j'ai expliqué précédemment, ou comme ce que c'est de sélectionner de manière chirurgicale l'équipe d'acquisition, donc un patrimoine très particulier, localisé dans des zones de productivité. Première remarque sur ce graphique de gauche, les profils de taux implicites entre les foncières européennes en rouge foncé et les foncières françaises en rose sont bien corrélés, à ceci près que le taux implicite, le taux de cap des foncières françaises est tendanciellement inférieur à celui des foncières européennes depuis 2005. Donc, ce différentiel traduit la qualité des portefeuilles, puisqu'on a sélectionné ici des foncières cotées avec, encore une fois, ce patrimoine très particulier, essentiellement parisien. C'est une bonne nouvelle, notamment pour les portefeuilles construits par notre gérant. Deuxième remarque sur ce même graphique de gauche, en liaison avec la remontée des taux d'emprunt d'État à 10 ans en gris, le marché coté associe de manière synchrone une remontée des taux de capitalisation implicite. Et troisième remarque, le graphique de droit superpose finalement taux implicite des foncières cotées françaises, parisiennes, et taux de capitalisation de l'immobilier direct prime en violet. Et vous voyez bien que la corrélation entre marché coté et l'immobilier direct est très forte, même si la décompression des taux sur le marché direct, non coté en violet, ne suit pas systématiquement celle de l'immobilier des foncières cotées en rose. Donc la remontée des taux sur le marché direct n'est pas totalement exprimée sur le marché de l'immobilier non coté et c'est plutôt une bonne nouvelle. 25 points de base contre 90 points de base en moyenne sur le marché coté. La plus forte correction sur le marché coté est liée à la plus forte liquidité des foncières cotées, comme vous l'aurez compris, et on a plus de chances, on est plus résilient aussi par le fait qu'on n'est pas soumis à ces turbulences de marché. Quatrième remarque, une analyse plus fine permet de mesurer le décalage entre décompression des taux sur le marché coté et décompression sur le marché non coté. Il faut en moyenne 9 à 14 mois d'adaptation pour que se matérialise la décompression des taux, même si elle ne passe pas totalement. Voilà. D'autre part, on remarque là que l'ajustement en termes de prix n'est, en l'occurrence, quand on veut faire la comparaison avec la crise financière, il n'a pas été de même amplitude entre les deux marchés. Le marché non coté enregistre un ajustement en termes de prix moins significatif sur le marché, comparativement au marché des foncières cotées. Et cinquième remarque, on peut émettre l'hypothèse que la correction sur le marché donc direct, non coté, ne prendra pas un an comme en 2007. En termes d'élasticité ou d'amplitude, le resserrement de la liquidité observé depuis le début de l'année il n'est pas comparable à la crise de 2008. Là aussi, c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il y a des vents contraires qui se sont multipliés et que ces vents contraires pourraient avoir des effets non contrôlés. Ce n'est pas le scénario central, bien entendu, mais on n'exclut pas l'apparition d'un risque extrême et c'est la raison, probablement la raison pour laquelle les Européens sont très vigilants encore une fois, par rapport à ce qui s'est passé au Royaume-Uni, puisque quand il y a des turbulences sur le marché de taux, il y a aussi des impacts sur le marché immobilier. Donc, slide suivante. Voilà, on revient à l'immobilier différemment, plus précisément à l'évolution de la prime de risque sur longue période. Donc là, le calcul se fait de manière traditionnelle. À gauche, le graphique superpose donc le taux de capitalisation bureau au cours du temps différente du tableau qui était vu de manière statique et le taux des emprunts d'État 10 ans en rouge au cours de 2007. On voit sur la période récente, la prime de risque s'est nettement dégradée depuis la rapide remontée des taux des emprunts d'État. On voit aussi qu'en 2007, les taux obligataires sont passés au-dessus des taux de capitalisation. C'était un épisode qui avait été de courte durée. Il avait expliqué potentiellement l'amplitude élevée de la décompression des taux qui s'en est suivie. Le calcul de la prime de risque est à droite, calcul de risque en tant que tel. Vous voyez une moyenne de long terme qui oscille autour de 200 points de base en rouge avec des bornes inférieures et supérieures en gris qui est associée à la volatilité des primes de risque.
Alors, très important, en juger au niveau actuel, il faudra environ 80 points de base pour que la prime de risque retrouve sa moyenne de long terme, toutes choses égales par ailleurs. Mais les 80 points de base résultent finalement d'un calcul mécanique, pour ne pas dire assez simpliste. Et il est bien évident au regard de la non-linéarité de la prime de risque que d'autres variables peuvent intervenir pour amortir potentiellement ce delta de 80 points de base théoriques. Et on l'explique tout de suite là avec un nouveau graphique. Il te reste 2 minutes, Béatrice. Donc, on va passer. Ben non, mais je préfère bien terminer. Okay. Donc là, on a une prime de risque en termes réels qui explique que finalement, en termes réels, quand on indexe, on calcule la prime de risque avec les obligations indettées sur l'indexé sur l'inflation, on a une prime de risque qui est plutôt en liaison avec sa moyenne de long terme et c'est plutôt rassurant. On passe à la slide suivante. Voilà, une slide pour être plus pragmatique et suggérée par 2 régressions simples et intuitives, les effets bénéfiques de la diversification en termes de loyer et de taux de capitalisation, notamment par rapport à l'environnement qu'on va vivre, qui est assez complexe. Il s'agit d'un modèle simplifié où j'analyse 2 effets, des effets mesurés sur des données donc historiques, qui sont illustrés sur l'axe horizontal. D'abord, l'effet de la hausse d'inflation sur les loyers et l'axe vertical, on mesure l'effet de la hausse des taux à 10 ans sur les taux de capitalisation pour répondre à la question finalement de ce webinaire. Alors, je vais commencer à expliciter l'impact de l'inflation sur les revenus courants ou loyers associés à chacun des secteurs, résidentiel, bureau, commerce, logistique et hôtellerie, tels que dessinés donc sur l'axe horizontal. Je calcule ici un coefficient de régression associé à une forme d'élasticité des revenus locatifs au taux d'inflation. L'ellipse permet de visualiser l'intervalle de confiance associé à ce coefficient de régression. Pour les 3 secteurs, résidentiel, bureau et logistique, on voit qu'une hausse de 1% de l'inflation peut conduire à une variation de 1,5% en moyenne des revenus locatifs. C'est une bonne nouvelle. Pour le secteur de l'hôtellerie, une hausse de 1% de l'inflation associe 2% de hausse des revenus locatifs. Il faut comprendre que l'hôtellerie capte la croissance domestique et indirectement la croissance mondiale et c'est potentiellement pour cela qu'elle associe une croissance des loyers plus élevée. Je rappelle que nous raisonnons à long terme, soit sur des cycles économiques et immobiliers depuis 1998. Donc, c'est plutôt pas mal comme résultat. Deuxième impact, celui des taux d'intérêt sur les taux de capitalisation et c'est l'axe des ordonnées. L'écart type des ellipses est plus faible, notamment l'écart type associé au secteur des bureaux, de l'hôtellerie et du secteur résidentiel. Une hausse de 100 points de base des OAT entraîne une moins importante hausse de taux de cap du segment résidentiel comparativement à celui du secteur de la logistique. C'est aussi vrai pour la santé. Le bureau, il est plus proche du secteur résidentiel que celui des commerces ou de la logistique. Là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette illustration démontre finalement de manière assez simplifiée l'intérêt d'avoir un portefeuille diversifié, car les impacts de l'inflation et des taux sur les différents secteurs immobiliers sont potentiellement différenciés. Donc, ce que j'ai dit sur l'importance de la localisation des bureaux en forte zone de productivité reste vrai pour les autres sous-jacents immobiliers et notamment pour les sous-jacents du portefeuille qui va être présenté. Dans le cadre de la logistique, il est important d'associer une localisation qui favorise productivité du capital humain et productivité du capital tout court, notamment sur des activités à forte économie d'échelle et forte valeur ajoutée. Bien entendu, le secteur de la logistique est très corrélé au cycle économique, comme on le sait. C'est la raison pour laquelle l'équipe de gestion a construit son portefeuille en sélectionnant des actifs localisés sur des sites non cannibalisés par l'offre, donc plus résilients au choc sur la croissance. De manière similaire, le risque crédit en amont de l'acquisition est censé minimiser le risque locatif. Dans le cadre de l'hôtellerie et du loisir en général, il est important de sélectionner des actifs à forte demande domestique ou européenne, de manière à diversifier les relais de croissance, même en phase de retournement conjoncturel. Les équipes de gestion travaillent de concert, si je peux dire, avec notre centre d'expertise Hospitality, c'est environ une dizaine de personnes, pour sélectionner là aussi des typologies d'actifs et des opérateurs qui dynamisent les RevPAR à long terme et qui parallèlement pourront maintenir un taux d'occupation honorable en cas de retournement conjoncturel. A contrario, et je tiens à faire l'exemple, à illustrer, pour le loisir pur et jouer l'effet saisonnier, nos experts choisissent le secteur des campings, par exemple en France. C'est un secteur très défensif par excellence en cas de baisse du pouvoir d'achat.
des ménages, comme les crises passées l'ont démontré. J'ai essayé de résumer ce graphique via 3 messages clés. Donc, et là, ce sera peut-être la conclusion, je ne passerai pas les autres slides. Dans le cadre des SCPI, les conseils en gestion de patrimoine font souvent, que vous êtes, les conseillers en gestion de patrimoine font souvent un cocktail pour diversifier le portefeuille de leurs clients et de leurs épargnants. L'objectif ici, ou nous, ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'on propose une stratégie du tout en un, une forme de tiercé gagnant, comme je le note ici. Premier point, en phase de cycle haussier, il s'agit d'aller capter les différents potentiels de croissance au-delà de la simple indexation et de générer des gains en capital sur l'ensemble de la stratégie à moyen et long terme. Deuxième point, en phase de cycle baissier, la stratégie de diversification sectorielle permet de capter les différents mécanismes d'indexation et d'amortir la volatilité des chocs en capital par une forme de lissage. C'est tout l'aspect technique que j'ai montré. Enfin, toutes ces stratégies sont basées sur des fondamentaux structurels et structurants, si je peux me permettre, pour que le portefeuille associe une sélection d'actifs dans des écosystèmes très productifs. Il est bien évident que cette diversification de ce que moi j'appelle, et ça n'engage que moi, du tout en un, elle est encapsulée par une stratégie responsable dont l'ambition est d'associer un green premium en lien finalement avec la philosophie liée aux accords de Paris. C'est important de le souligner car l'émergence du marché du prix de l'externalité carbone, qui expliquera aussi une inflation plus élevée à moyen terme, cette émergence d'un marché du prix de l'externalité carbone aura des conséquences majeures pour l'industrie immobilière avec une vraie divergence entre patrimoine vers bas carbone et patrimoine obsolète. Donc, je vais m'arrêter ici, même si j'ai envie de passer la dernière slide, juste pour, voilà, je passe la dernière slide, si tu peux, Maxime, pour faire une référence voilà, au gérant, parce que c'est la moindre des choses. Non, l'avant-dernière slide, pardon. L'avant-dernière, voilà. Rapidement, cette slide renforce le clou pour signifier que durant les 2 prochaines années, finalement, elles vont permettre de discriminer entre ce qu'on appelle, ou ce que moi j'appelle les gérants corps et les gérants opportunistes, ceux qui auront su faire fructifier leur cash flow et les autres qui auront plutôt joué la stratégie, notamment par la baisse de taux de capitalisation. Les croix illustrent le fait qu'il ne va pas falloir compter il va falloir plutôt compter que sur la stabilité des revenus courants pour assurer la distribution et ce que s'est efforcé de faire l'ensemble de l'équipe de gestion. Voilà, merci beaucoup. J'ai un peu déraillé, mais c'était pour la bonne cause. Écoute, en plus, tu as répondu à des questions, donc pas de problème. Il y en a quand même une autre qui a été posée, on va y répondre. C'était au début. Quelle est votre cible de taux d'emprunt pour 2023? Alors, c'est une bonne question. Je crois que ça dépend. Le taux des OAT? Je pense. Ouais, je vais retrouver parce qu'à 10, 20 points de base, il y a une différence et je vais regarder le taux de financement. Peut-être que Louis Renaud peut faire et je vais donner. Bien sûr. Je vais Voilà, laisser avec la un avis de parole du coup et puis sensibilité. après tu reviendras là-dessus, sur Très la bien, suite des questions qu'il y a. parfait. Oui, oui, OAT, très bien, voilà. Quel impact sur les valos? Du coup, on va enchaîner avec, Louis-Renaud Margeran qui va nous parler donc du coup en une quinzaine de minutes de nos 3 produits phares. Je te laisse la parole mon cher Louis-Renaud. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, pour clôturer ce webinaire, je vous propose un tour d'horizon rapide sur nos 3 solutions, la SCPI Pierre Capital, notre nouvelle unité de compte ESG Tendance Pierre et puis bien sûr sur l'OPCI Dina Pierre. Alors on commence tout de suite par la SCPI Pierre Capital. Premièrement, pour vous donner une nouvelle dénomination, parce que nous n'allons pas changer la stratégie, mais simplement nous faisons évoluer notre stratégie à l'intérieur de la SCPI compte tenu de ce que vous a dit Béatrice, compte tenu de la conjoncture, compte tenu de ce que nous avons déjà pratiqué depuis 2 ans à l'intérieur du portefeuille, nous avons souhaité marquer les choses au travers d'une dénomination qui sera maintenant la Smart SCPI. Alors pourquoi Smart? Eh bien, on va le voir tout de suite.
premier sujet, sur la SCPI Pierre Capital, une nouvelle acquisition pour rebondir complètement sur les sujets qu'a évoqué Béatrice tout à l'heure, avec l'implémentation d'un nouveau complexe hôtelier, en l'occurrence de l'hôtellerie de plein air. C'est donc de l'hôtellerie de plein air, c'est donc un camping. C'est une acquisition qui a été faite, on est passé devant le notaire juste avant l'été. Et l'objet, encore une fois, c'est la diversification du patrimoine et l'extension de notre patrimoine vers des actifs. Tout d'abord que nous maîtrisons, puisque nous avons un pôle hôtelier, comme vous le savez, qui est plutôt très conséquent chez Swiss Life Asset Manager. L'équipe de gestion hôtelière gère près de 3 milliards d'euros d'actifs hôteliers sur l'ensemble de l'Europe. Et donc, on se sert bien sûr de cette activité d'investissement pour implémenter dans notre stratégie et dans nos fonds grand public cette partie d'investissement. Donc ça, c'est une acquisition d'importance, tout simplement parce que dans le contexte que nous connaissons, nous avions déjà un hôtel. Sur la partie hôtellerie et loisirs, nous avions déjà un hôtel ainsi qu'une salle de sport qui sont tous les deux situés en Allemagne en portefeuille. Donc nous implémentons avec notre collecte l'acquisition d'un complexe d'hôtellerie de plein air avec des taux de rendement qui sont substantiels en la matière. Encore faut-il avoir le savoir-faire pour détecter ce genre d'opération. Très clairement, ce genre d'opération, c'est du pur off-market, comme on dit. Donc, c'est vraiment la connaissance des équipes de gestion chez nous qui nous permet d'accéder à ce type de dossier. Et c'est quand même important de vous en faire profiter. Alors, je vous ai parlé de Smart SCPI. Pourquoi? Quelle est la vocation de notre SCPI? Premièrement, 3 pans d'activité clairement définis maintenant sur notre SCPI Pierre Capital, ce que je vais appeler le Smart Office, et ça on n'a pas attendu d'appeler ça le Smart Office pour pratiquer, implémentation dans notre portefeuille, notamment de restructuration, d'agrandissement d'immeubles de bureaux, d'optimisation effectivement des locaux par rapport aux usages des locataires. Vous avez un patrimoine sur la partie bureau qui est plutôt très récent, voire rénové, voire en cours d'agrandissement, en cours de rénovation. Et ça, c'est important parce que ce que l'on appelle le smart bureau, bah, c'est tout simplement le bureau de demain, c'est-à-dire le bureau qui correspond aux usages locatifs de demain par rapport aux entreprises. Smart Travel, ça va être la partie tourisme, loisirs, parce que cette partie prend de l'importance post-Covid. Comme je vous l'ai dit, nous avions auparavant déjà des actifs d'hôtellerie ou de loisirs en portefeuille. Nous allons continuer dans cette stratégie avec l'implémentation, bien sûr, de ce premier actif de camping. Ça sera donc la partie Smart Travel, la partie loisirs dont la population a besoin pour continuer d'exister, pour continuer de vivre après cette période de pandémie. Et c'est une tendance, nous le croyons, qui va continuer de perdurer. Et enfin, nous allons implémenter une nouvelle stratégie supplémentaire, ce que l'on va appeler Smart City. C'est la partie logistique urbaine, logistique de proximité. Là aussi, je me permets de rebondir sur les propos de Béatrice précédemment. Il y a des besoins, il y a un manque d'offres, et ça, c'est une partie que nous allons implémenter à partir d'aujourd'hui avec le New Cash, la nouvelle collecte qui va rentrer à l'intérieur de la SCPI. Voilà, donc la Smart SCPI, c'est parti, avec à l'intérieur du Smart Office, du Smart City, du Smart Travel. Ça n'est pas que du marketing. L'objet initial, c'est vraiment de répondre aux tendances de marché et à la demande locative de demain dans le portefeuille. Encore une fois, on a déjà commencé ce travail depuis 2 ans maintenant et on va continuer de travailler dans ce sens. La répartition sectorielle et géographique, je ne reviens pas dessus, vous la connaissez. L'intérêt de la situation est évidemment d'avoir une pondération allemande dans le portefeuille qui permet une fiscalité plus légère, vous le savez. Donc aujourd'hui, 30% en Allemagne, ce qui représente à peu près 35% de la facturation des loyers en Allemagne. Au niveau des résultats purement financiers de la SCPI, là, on ne peut pas faire mieux. Si je peux me permettre l'expression, le TOF est au top. Et le top est également au top, c'est-à-dire qu'on a 100% de taux d'occupation physique, plus de 99% de taux d'occupation financier. C'est la preuve que nous avons su rénover le patrimoine, nous avons su relouer le patrimoine. Je pourrais vous prendre des exemples, mais j'ai pas le temps, mais un immeuble dans le 14e arrondissement que nous avons complètement reconfiguré
pour pouvoir justement répondre aux usages d'un immeuble multilocataire avec des parties communes, une paroi végétalisée, des emplacements communs pour les réunions, des emplacements de restauration, puisqu'il y a un locataire par étage, des emplacements de réunion, des emplacements à vélo, etc., etc. Donc de la restructuration d'immeubles et du coup, l'ensemble de notre parc est loué aujourd'hui. Il n'y a plus qu'un tout petit peu de franchise qui doit correspondre à 3 fois rien. On ne peut pas faire mieux en ce moment que 100% de taux d'occupation physique. Donc nous sommes en pleine capacité de percevoir du loyer par rapport à notre potentiel de mètres carrés à l'intérieur de la SCPI. Et là, on ne peut pas faire mieux. Donc le top est au top. Et le top est au top également. Au niveau des résultats trimestriels, nous venons de verser le troisième acompte de l'année, ce qui porte pour l'instant la distribution globale à 7,76 € par part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en avance de phase par rapport aux résultats de l'année dernière. Il y a donc de grandes chances que nous puissions maintenir au moins le même résultat d'ici la fin de l'année, puisque nous n'avons pas de libération de prévus de locataires d'ici la fin de l'année. Voilà, donc les résultats sont, on va considérer que les résultats seront au moins ISO par rapport à l'année dernière, et l'année dernière, ils étaient déjà bons, et nous prévoyons une légère augmentation effectivement de ces résultats. Donc, pour le dernier acompte du dernier trimestre, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise, soit pour pouvoir distribuer un peu plus que l'année dernière, soit pour pouvoir donner des résultats équivalents à l'année dernière, mais reconstituer également une partie de report à nouveau à l'intérieur de la SCPI. Donc les nouvelles sont au beau fixe à tous les niveaux sur la SCPI Pierre Capital. Et puis enfin, sur le prix de la part, vous aviez accusé réception de la hausse du prix de la part l'année dernière. Eh bien, notre volonté à nous, c'est d'essayer de réitérer ce mécanisme de hausse de prix, tout simplement parce que la valeur de réalisation avait augmenté l'année dernière. Je ne sais pas encore si elle va augmenter en fin d'année, bien évidemment. Néanmoins, nous souhaitons la continuité de la hausse du prix de part d'ici la fin de l'année. Donc sachez-le, on souhaite donner de la plus-value aussi. Aujourd'hui, la décote réelle du prix de souscription par rapport à la valeur de reconstitution est de moins 6%. Donc encore une fois, vous avez une SCPI en face de vous qui progresse, donc patrimoine est récent, les résultats financiers sont excellents, nous bénéficions bien évidemment du label ISR. Et enfin, dernière chose, et pas des moindres, je viens de signer donc très prochainement les capitaux, les encours de la SCPI Pierre Capital vont ostensiblement augmenter à fin novembre et à fin octobre, à fin novembre et vraisemblablement à fin décembre, tout simplement parce que plusieurs sociétés civiles de la place m'ont fait confiance et vont investir très prochainement dans la SCPI Pierre Capital, et de surcroît, dans le courant de l'année prochaine, nous aurons plusieurs réseaux de distribution supplémentaires qui vont commercialiser cette SCPI. Et ça m'intéresse beaucoup, puisque en termes de perspective, ça veut dire quoi? Si vous avez bien écouté le discours de Béatrice, il est bien évident que d'avoir une SCPI qui fait une taille aujourd'hui d'à peu près 100 millions d'euros, qui va collecter l'année prochaine, ça nous donne des perspectives excessivement intéressantes en termes de prix d'acquisition dans le courant de l'année 2023 pour, une fois de plus, faire progresser les encours, faire progresser la qualité du patrimoine, faire progresser la capacité de distribution de la SCPI dans un contexte où les taux à l'acquisition devraient effectivement globalement se décompresser. Donc de multiples avantages effectivement concernant notre SCPI. Voilà en synthèse, tout va bien, taux d'occupation, financièrement, encaissement des loyers, emplacement, valorisation, valorisation à venir. Que dire de plus? L'opération Champagne, qui est toujours maintenue, pour toute souscription de 15 000 euros, le client reçoit une bouteille de champagne, le distributeur également, donc l'opération est toujours en cours, à minima jusqu'à la fin du mois de novembre. On continue tout de suite, et je réponds bien sûr à vos questions après, sur notre nouvelle unité de compte ESG Tendance Pierre, qui pour l'instant est référencée chez l'assureur Swiss Life et qui est en cours de référencement chez d'autres assureurs. Donc avant la fin de l'année, nous aurons
vraisemblablement de bonnes nouvelles à vous annoncer concernant le référencement de cette unité de compte. En tout état de cause, bien évidemment, n'hésitez pas à transmettre vos demandes auprès des assureurs avec lesquels vous travaillez pour nous donner un coup de main. Et pourquoi nous donner un coup de main? Parce que moi, j'aimerais revenir sur les événements euh, depuis la création de cette société civile. Rappelez-vous ce que nous nous sommes dit, rappelez-vous ce que je vous ai dit à la création, donc dans le courant de l'année dernière. Euh, Dès la création du fonds, j'avais une prétention, c'est de vous dire que cette société civile avait été bien constituée puisque nous avons pu profiter dès la création d'actifs qui dégageaient des revenus de façon immédiate. Pas de délai de jouissance, pas de délai d'investissement, et donc cela me permettait d'affirmer que 75% du portefeuille à la création dégageait d'ores et déjà des revenus locatifs. Rappelez-vous aussi ce que je vous ai dit concernant les frais de gestion. La société de gestion Swiss Life Asset Manager avait pris la décision, et c'est toujours en cours, de baisser les frais de gestion du fonds pendant la première année, donc jusqu'au 31 décembre, à 0,8% au lieu des 1,20 contractuels, au lieu des 1,20% notés dans la notice d'information de la société civile. Et pourquoi nous avions pratiqué comme ça? Tout simplement pour favoriser la performance immédiate. La question, c'est de savoir si nous avons réussi notre pari aujourd'hui, après l'été. Je vous présente donc date de création. Je vous demande de vous rappeler que la première valeur liquidative date du 31 janvier, puisque création le 19 janvier. Donc nous avons créé en fait réellement la performance se génère à partir du 1er février 2022. La valeur liquidative à vendredi dernier est de 104,02%. Sachez que, donc je vous laisse calculer la performance puisque la valeur liquidative initiale est de 100 euros. Et sachez que tout au long de toutes les semaines du début de la vie de cette société civile, eh bien, il n'y a pas une seule valeur liquidative, il n'y a pas une seule semaine où la valeur liquidative soit passée en négatif. Donc nous n'avons que de la hausse progressive, qui est l'encaissement des loyers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis vous remarquez aussi aux alentours de fin juin, par exemple, ou de fin septembre, des hausses de prix sensibles qui sont tout simplement dues à la hausse de valorisation du patrimoine, ce qui donne un à-coup à la hausse puisque notre patrimoine a progressé en valeur. Avons-nous réussi notre pari du lancement de cette nouvelle société civile? Écoutez, je crois que oui. Nous vous proposons de la régularité, de la performance, puisque nous sommes sur même pas 10 mois d'activité. Nous avons commencé au 1er février et nous avons d'ores et déjà une performance supérieure à 4% depuis la création du fonds. Alors, grâce à quoi? Eh bien, grâce à la constitution initiale du portefeuille, grâce à son allocation d'actifs où nous privilégions toujours et encore deux choses. Nous privilégions des achats de SCPI externes ainsi que prochainement également des acquisitions de fonds institutionnels. Nous allons rester sur ces deux créneaux d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, la collecte est en progression, bien évidemment, puisque nous sommes sur des bases d'à peu près 1 million d'euros par semaine, 4 millions par mois. Le fonds grossit régulièrement, le fonds grossit progressivement. Nous avons un petit peu de liquidité dans le portefeuille, mais ceci va être absorbé dès la fin du mois par de nouvelles acquisitions d'autres fonds d'investissement. Donc la progression est réelle, la progression est stable, et nous restons bien sûr sur nos critères de sélection habituels. Je ne reviens pas sur la répartition sectorielle et géographique, puisqu'elle est très évolutive en phase de collecte, bien évidemment. Et puis un dernier point sur la communication pour les gens parmi vous qui travaillent avec le groupe Swiss Life. Outre les reporting, outre les documents réglementaires, outre les webinars que nous pratiquons, eh bien sachez que je mets à votre disposition également un reporting sous format vidéo afin de vous expliquer, afin de rendre compte de notre gestion, de notre méthodologie, de nos performances, etc., sous format vidéo, et ce pour vous apporter la plus grande transparence possible sur notre gestion.
Et enfin, dernier point sur notre société civile, sachez que nous avons été audités il y a 2 semaines environ concernant l'obtention du label ISR. Nous attendons bien évidemment la réponse de l'auditeur. Il ne fait nul doute, bien sûr, que nous puissions obtenir le label ISR sur notre société civile, étant donné que nous avons déjà le label ISR sur la SCPI Pierre Capital ainsi que sur l'OPCI Dina-Pierre. Il nous tient évidemment à cœur de pouvoir bénéficier de ce label sur cette nouvelle unité de compte immobilière. Voilà, donc en synthèse, eh bien, un fonds qui a été bien monté, un fonds qui a été bien constitué et des performances qui sont au rendez-vous, sachant que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est vrai que les résultats des unités de compte immobilières depuis le début de l'année sont en fait assez disparates d'une maison à une autre. Et donc, je me permets de rappeler que d'entrée de jeu, nous rentrons non pas dans le premier quartile des sociétés civiles, mais dans le premier décile des unités de compte immobilières. Et donc, je considère que le pari du lancement de ce nouveau fonds est réussi. Sachant qu'il nous manque, comme toujours, bien évidemment, je vous invite à collecter avec une plus grande ampleur sur cette unité de compte immobilière. Voilà, on aborde tout de suite la dernière partie qui est la partie de l'OPCI Dina-Pierre. L'OPCI Dina-Pierre, je rappelle, comme d'habitude, que le fonds est un OPCI grand public, n'est pas un fonds comme les autres. C'est un fonds qui, de par sa constitution, de par ce qu'ont édicté les pouvoirs publics, la loi de finances à la création des OPCI, je rappelle que c'est un véhicule qui doit assurer lui-même sa liquidité. Donc, il a une constitution partiellement immobilière et grandement immobilière, mais aussi financière, et donc la dépendance au marché financier d'un OPCI à un autre est plus ou moins grande en fonction des pratiques de la société de gestion, bien sûr, sur cette poche financière dans laquelle on peut insérer tout type d'actifs financiers, passant du monétaire jusqu'aux actions, tout type d'actions, tout type d'obligations, tout type de monétaire. Alors pourquoi je rappelle ça? Tout simplement parce que effectivement, les performances de l'OPCI Dina-Pierre depuis le début de l'année sont en territoire négatif, comme dans quasiment toutes les maisons qui gèrent des OPCI grand public de longue date. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, et c'est ce que je vais vous expliquer. Tout d'abord, sur la partie immobilière, une nouvelle acquisition récente, encore une fois, dans la même thématique que ce que l'on a évoqué avec Béatrice et dès le début de l'entretien, un portefeuille de logistique, un portefeuille de 4 actifs de logistique que nous avons acquis cet été ou juste avant l'été pour un montant global de 55 millions d'euros. Donc ça, c'est important par rapport à la constitution globale du patrimoine, de répondre à la demande locative comme toujours, de s'intéresser à de la logistique dite de proximité. Donc là, on est 4 actifs, un qui est proche Toulouse, un proche Bordeaux, un proche Caen et un proche Rennes. C'est ce que l'on appelle la logistique de proximité, la logistique du dernier kilomètre, avec des locataires de référence à l'intérieur, des locataires qui n'hésitent pas à payer le prix du loyer aujourd'hui et un potentiel de hausse des loyers qui est quasiment avéré, on va dire, dans la logistique, tellement il y a pénurie d'offres en la matière, notamment en France. Donc une belle acquisition qui permet de conforter notre positionnement sur la demande locative de demain. En termes de répartition globale, nous sommes dans nos ratios réglementaires, proches des 65% en immobilier physique. Je vous rappelle qu'on fait que de l'immobilier direct. Nous n'utilisons pas de fonds immobiliers externes dans notre allocation d'actifs immobilières et une pondération financière qui est à 23% monétaire, 6,11% sur des foncières cotées et 7% sur des OPCVM diversifiés, plutôt défensifs. Alors, on va sur la répartition géographique et sectorielle, je ne m'étends pas plus, c'est la même que d'habitude. Je reviens juste sur les performances qui ont été mises à jour, pardon, qui ont été mises à jour à la fin du mois de septembre. Et effectivement, la performance depuis le début de l'année est en territoire négatif à moins 2,46%. Ce qu'il est important de comprendre, encore une fois, c'est le mode de fonctionnement des OPCI
sur le sujet, puisque l'indice EPRA des foncières cotées est en territoire très, très, très négatif depuis le début de l'année, de l'ordre de moins 38%. C'est dire si les foncières cotées, comme on parle vulgairement, se prennent une claque depuis le début de l'année. Il faut bien comprendre également que si nous sommes en territoire négatif depuis le début de l'année, eh bien, c'est bel et bien la performance de la poche financière qui nous emmène en territoire négatif et la performance immobilière n'est pas suffisante pour compenser cette baisse sur les valeurs cotées. Alors je vais juste rappeler quand même l'historique sur ce sujet-là, puisque vous savez que l'OPCI d'Inapier était très peu exposé, mais était déjà exposé avant Covid sur des valeurs telles que les foncières cotées. Et en fait, le sujet, il est assez simple à comprendre. Avant Covid, nous avions de l'ordre de 2 à 4% sur les foncières, mais en 2020, la bourse s'écroule, les bourses s'écroulent, mais remontent très vite dès la fin de l'année 2020. Par contre, les foncières cotées, elles, accusent le coup et restent en territoire négatif sur cette année-là. Qu'avons-nous fait? Tout simplement, nous avons pris le parti d'augmenter légèrement cette pondération pour profiter effectivement des prix d'achat des foncières cotées et nous avons investi, le gérant Julien Guillemet a investi progressivement et a augmenté sa pondération, a légèrement augmenté sa pondération de foncières progressivement depuis la fin de l'année 2020 jusque dans le courant de l'année 2021. Pari gagnant pour l'année 2021 d'ailleurs, puisque si la performance est à 3,10% à la fin de l'année 2021 sur l'OPCI d'Inapier, c'est entre autres grâce à la performance des foncières également sur la période. Maintenant, effectivement, le début de l'année est très délicat et on assiste à une chute très très forte des foncières cotées et aujourd'hui c'est acté dans les cours de l'OPCI. Alors, que faut-il faire maintenant? Eh bien écoutez, c'est simple, il est hors de question de notre point de vue de couper une ligne alors que nous escomptons, alors que nous avons pris position d'une part à une époque. Si toutefois nous coupions la ligne de foncière cotée aujourd'hui, ça voudrait dire, premièrement, accuser la baisse de marché et la performance négative des foncières cotées. Mais surtout, cela nous enlèverait complètement les perspectives de demain et les perspectives sont évidemment des perspectives de rebond sur les foncières cotées. Je ne sais pas si quand se passera ce rebond sur les foncières cotées. Néanmoins, aujourd'hui, des actifs qui sont clairement complètement décotés par rapport à leur vrai prix. Des actifs des actions qui ont complètement restructuré leurs dettes ces 2 dernières années et post-Covid. Aujourd'hui, il nous semblerait complètement inopportun de couper ces lignes. Au contraire, il faut tenir le coup, il faut attendre le bon et généralement sur les foncières cotées, non seulement le rebond ne va peut-être pas se faire attendre, c'est-à-dire que nous on escompte courant 2023 un rebond sur les foncières cotées, mais en plus ce rebond pourrait être également de forte amplitude comme il a l'habitude de l'être sur les foncières. Donc la promesse que nous on peut vous faire aujourd'hui en termes de perspective, c'est quoi? Le patrimoine immobilier est bien diversifié, il est sain, il est récent, il a été restructuré. Nous avons des nouveaux actifs de logistique, donc je crois que la partie immobilière de notre OPCI est particulièrement pérenne. Sur la partie financière de notre OPCI, aujourd'hui, nous n'allons pas couper les lignes de foncière cotée. Nous allons patienter gentiment, parce que couper une ligne qui est encore une fois légèrement, enfin, l'OPCI est légèrement en négatif, mais c'est loin d'être le seul. Mais couper une ligne qui est en négatif en portefeuille serait préjudiciable pour l'ensemble des porteurs de parts. Et pourquoi ça serait préjudiciable pour l'ensemble des porteurs de parts? Tout simplement parce que s'il y a rebond demain, nous n'en profiterons même pas. Donc, ce que l'on peut vous promettre, c'est attendons le rebond, attendons des nouvelles valorisations sur les foncières cotées. Et par contre, la promesse que nous, Swiss Life Asset Manager, nous vous faisons, c'est qu'une fois que nous aurons pris ce rebond, eh bien effectivement, petit à petit, nous diminuerons cette poche de foncière cotée à l'intérieur
de l'OPCI. Donc c'est pour un peu plus tard, mais profitons d'abord du rebond. Il faut tenir bon, comme on dit. Il ne faut pas couper les lignes, ni vous avec vos clients, ni nous à l'intérieur du portefeuille. Et puis attendons le rebond. Et une fois que ce rebond aura eu lieu, voilà, nous nous engageons devant vous aujourd'hui à petit à petit réduire la volatilité globale du fonds en diminuant la pondération de foncière. C'est l'engagement que nous prenons aujourd'hui en face de vous. Voilà, j'en ai terminé pour les 3 fonds. Merci beaucoup Renaud, merci beaucoup Béatrice. Merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre Merci à vous tous. participation. À très bientôt. Merci beaucoup.